Si aujourd'hui tu crois comme moi à la verticale blockchain d'infrastructure et DeFi, tu devrais potentiellement investir dans un proxy. Dans la dernière vidéo, on avait vu ensemble un exemple de proxy. On avait vu les meilleurs proxys liés au même coin. Et dans cette vidéo, je vais te donner mes proxys préférés pour s'exposer au marché de la blockchain d'infrastructure et en parallèle sur la DeFi. Et la grande question du moment, c'est est-ce que Ethereum va être le grand gagnant? Et si tu as eu l'occasion de voir ma vidéo comment j'ai développé mon capital pour vivre de ma rente, tu as vu que j'ai énormément de positions avec de l'Ether, que ça soit dans des pools de liquidité ou que ça soit en collatéral. Donc sur une vision court terme, c'est-à-dire sur ce cycle haussier, que ce soit en 2024-2025, je suis très bullish sur Ether, mais sur une vision 5 à 10 ans, j'ai une vision un peu moins optimiste sur Ether. Et pour t'expliquer quel proxy j'ai sélectionné, je suis obligé de t'expliquer ma thèse sur Ethereum. Aujourd'hui, je me pose donc des questions sur Ethereum, notamment à cause de deux grandes verticales. La première verticale, ça va être la blockchain Bitcoin. Et la deuxième verticale qu'on va étudier ensemble, c'est finalement, est-ce que ce n'est pas un champion américain qui va prendre le leadership? Concernant Bitcoin, pourquoi Bitcoin pourrait devenir un concurrent à Ethereum? Pour trois raisons principales. Et la première raison, c'est un potentiel soft fork. Donc si tu souhaites en savoir plus sur ce soft fork, je t'encourage vivement de regarder cette interview entre Gilles Cardian et Abdel Bakhta. Et grosso modo, le soft fork aurait lieu sur des covenants. C'est en gros 8 à 9 lignes de code supplémentaires et ça permettrait de débloquer la solution proposée par la société Starkware et de développer des layer 2 directement sur la blockchain Bitcoin, et Bitcoin deviendrait ce qu'on appelle le settlement layer, c'est-à-dire la couche qui permet de valider l'ensemble des transactions développées par le layer 2 de Starkware, et on pourrait avoir tous les cas d'usage que tu as aujourd'hui directement sur Bitcoin. Et pour rappel, au début, la vision d'Ethereum, c'était tout simplement de pouvoir faire des transactions complexes directement sur le layer 1. Et on l'a bien vu depuis plusieurs années, même depuis le dernier bull run, Ethereum est souvent congestionné et donc on n'est plus capable de faire toutes ces transactions complexes si on veut scaler sur le layer 1, mais on est obligé de passer par des layers 2 et finalement Ethereum devient à son tour un settlement layer puisqu'il va valider un groupe de transactions de ces layers 2, que ce soit Base, Arbitrum, Optimism et plein d'autres layers 2 dans le futur. On peut se demander quel sera l'avantage concurrentiel d'Ethereum par rapport à Bitcoin si maintenant Bitcoin peut également devenir un settlement layer. Et on peut poser pour ça la question à ChatGPT, si demain Ethereum devient simplement un settlement layer, est-ce que c'est un échec? ChatGPT nous répond qu'il y aurait une perte de la vision initiale, qu'on aurait un manque de scalabilité de manière native et surtout on aurait cette fameuse concurrence accrue entre les blockchains alternatives, que ce soit Solana, Avalanche, Aptos et maintenant Bitcoin. Donc ça, c'était le premier frein qui entrave ma vision à moyen long terme sur Ethereum. Et le deuxième grand questionnement que j'ai aujourd'hui, c'est est-ce qu'on ne va pas avoir finalement un champion US américain qui va rafler la mise? Le premier champion US américain que tout le monde pense, ça pourrait être Solana, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de rumeurs qui annoncent que Solana pourrait être le prochain ETF. Donc on a des acteurs comme VanEck, comme 21 Shares, comme Canary Fund qui ont déjà déposé leurs applications, donc leur dossier à la SEC pour valider un ETF spot Solana. Mais aujourd'hui, j'ai quand même quelques réticences sur le succès de cet ETF-là, puisque si tu reprends cette vidéo que j'avais publiée il y a quelques temps, on a vu que 21 Shares, BlackRock avait réussi à pitcher l'ETF BlackRock à ses clients. C'était une réserve de valeur, c'était de l'or digital. On avait une réelle garantie sur les 21 millions de Bitcoin qui allaient être émis sur la supply. Alors qu'aujourd'hui, avec l'or par exemple, on peut se demander si demain on ne va pas trouver un nouveau gisement qui ferait exploser la quantité de l'or en circulation. Et résultat, on a des inflows positifs, donc des rentrées d'argent dans les ETF du Bitcoin qui sont historiques. On a encore eu le 22 novembre 2024 plus de 4,2 milliards de dollars qui sont rentrés dans les ETF. Et si on regarde depuis septembre, on a vraiment un ETF qui a un succès monstre. Et si tu as vu ma dernière vidéo, on a vu que les ETF
Bitcoin de BlackRock ont dépassé l'ETF de l'or. Et paradoxalement, l'ETF Ether a quant à lui beaucoup moins de succès pour le moment, puisque le pitch proposé par 21Shares, par BlackRock à ses clients ne semble pas prendre. Grosso modo, c'est de dire qu'aujourd'hui, si tu investis par exemple dans les nouvelles technologies, que ce soit les biotech, que ce soit l'IA, mais qu'aujourd'hui tu n'investis pas par exemple sur Ethereum, tu ne diversifies pas à 100% ton exposition sur les nouvelles technologies. C'est qu'aujourd'hui également avec Ethereum, tu n'as pas une pression vendeuse comme pourrait l'avoir Bitcoin, puisque Ethereum repose sur Proof of Stake alors que Bitcoin repose sur le Proof of Work. Et aujourd'hui, tu as aussi plus de 60% de la supply, donc de la quantité de Ether en circulation qui est lockée, ça veut dire bloqué, que ça soit dans le staking ou que ça soit dans la finance décentralisée. Et si on regarde encore une fois les inflows dans l'ETF Ether, on voit qu'on a eu une journée à 324 millions de dollars, une autre journée sur le mois de novembre à 200 millions, mais on voit que ça reste encore timoré, même si on pourrait se demander si l'ETF Ether ne se réveille pas depuis début novembre, depuis l'élection de Trump. C'est quelque chose à surveiller et je vais te donner un petit alpha dans cette vidéo. Je viens de terminer un séminaire avec une entreprise d'investissement qui intègre les ETF notamment à ses produits et très rapidement en 2025 tu pourras investir dans les ETF du Bitcoin, de l'Ether ou dans des ETP sans payer d'impôt sur la plus-value à vie. Oui, oui. Et tu pourras même avoir une avance de trésorerie de l'État français pour investir dans les cryptos. Donc on voit que ces ETF, ces ETP, on arrive sur un changement de paradigme. Donc si tu veux en savoir plus en temps voulu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, je te donnerai les informations en temps et en heure. Et si tu souhaites profiter de cet avantage en avant-première, tu peux toujours prendre un rendez-vous avec moi puisque j'accompagne toujours des clients dans la structuration de leur stratégie financière en 3 étapes. 1, on clarifie et on priorise ses objectifs de vie. 2, on identifie tes ressources, qu'elles soient financières ou qu'elles soient humaines en mettant ton temps en profit. Et 3, on adapte une stratégie sur mesure pour atteindre tes objectifs. Donc si ça t'intéresse, tu retrouveras toujours le lien dans la description. Donc là, on en a fini sur Solana. L'autre concurrent, l'autre champion US qui pourrait détrôner Ethereum, ça va être la blockchain Base, donc le layer 2 de Coinbase. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, aujourd'hui Base est développé sur l'OpenStack. Pour le moment, Base participe à l'activité économique d'Ethereum via les blobs. Mais si on regarde un peu plus en détail, aujourd'hui les blobs, donc en ne prenant pas en compte que Base, sur les 30 derniers jours, ça représente que 438 Ether. Et on est loin devant, par exemple, sur ce que représente la DeFi, les NFT, alors qu'on a l'impression que les NFT c'est mort, mais ça représente, tu vois, 4% du volume d'activité, alors que les frais générés avec le settlement et les blobs ne représentent que 1% de l'activité d'Ether, alors que aujourd'hui le modèle économique développé par Optimism et ces Layer 2 qui utilisent l'OpenStack, on peut voir qu'aujourd'hui, Base doit reverser entre 2,5% de ses revenus ou 15% des profits. Et en contrepartie, l'Optimism Foundation va fournir 118 millions d'OP à Base sur les 6 prochaines années pour sa croissance. Et on voit qu'aujourd'hui, le collectif d'Optimism a généré plus de 40 millions de dollars avec tous les Layer 2 qui vont utiliser sa technologie, son OpenStack. Et finalement, le revenu généré pour Ethereum est minime. Et si on regarde encore une fois ce dashboard, on pourrait se dire que la part des blob fees, donc du settlement, commence à augmenter depuis fin octobre. Donc ça pourrait être encourageant pour Ethereum. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est Base qui représente une grande partie du revenu du collectif Optimism. Donc il faudra qu'on regarde attentivement dans les prochains mois, prochaines années, si finalement ce n'est pas Base qui va concurrencer trop fortement Ethereum. Et le troisième type de concurrence, ça va être les dernières blockchains qui sont sorties sur ce cycle, qui ont été financées par des fonds d'investissement. Et on pourrait se refaire la même petite analogie à l'époque d'Internet. De mémoire, dans les années 2005, 2008, 2010, le moteur de recherche le plus connu, c'était Yahoo. Et en quelques années, Yahoo s'est fait remplacer par Google sur la verticale des moteurs de recherche. Mais plus globalement, aujourd'hui, Internet est dominé par une poignée d'acteurs comme les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, etc., etc. Et on peut encore une fois se poser la question, est-ce que l'histoire ne va pas se répéter puisque aujourd'hui, Sui
Aptos ont une manne financière qui est gigantesque. On regarde, Aptos a levé 200 millions, puis 150 millions à une valo de 1 milliard. Ils ont relevé à une valo de 4 milliards et ils ont même relevé encore en 2024. Et même si là, les montants ne sont pas publics, on peut penser qu'ils ont relevé plusieurs centaines de millions de dollars. Et avec cette manne financière, ils vont pouvoir en 1 attirer des développeurs sur leur blockchain, en 2 attirer des projets, des applications et en 3 attirer des utilisateurs. Donc on voit que d'un côté, ces blockchains-là, portées par des fonds d'investissement américains, vont avoir une manne financière. Et comment Ethereum va pouvoir résister à ça? Le seul argument aujourd'hui qu'on peut mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, Ethereum a un network effect, un effet de réseau. Et aujourd'hui, quand un nouveau projet veut se lancer, soit il va pouvoir récupérer de l'argent directement par ses fondations liées à Aptos ou Sui, ou soit il va décider de se lancer directement sur Ethereum pour avoir accès à cet effet de réseau, c'est-à-dire de pouvoir s'intégrer et s'imbriquer directement avec des synergies de d'autres protocoles, d'autres projets. Et pour l'utilisateur, pourquoi il irait plutôt sur Aptos, Sui ou directement sur Ethereum? C'est encore une fois peut-être grâce à l'effet de réseau aujourd'hui, mais avec ces millions, voire ces milliards d'incentives que peut proposer ces blockchains financées par des fonds d'investissement américains, on peut se demander s'ils vont réussir à leur tour à attirer cette liquidité et avoir à leur tour cet effet de réseau. Et ces blockchains financées par des fonds américains pourront relever de l'argent si nécessaire, alors qu'aujourd'hui, Ethereum ne peut plus lever de l'argent du fait de sa décentralisation. Et avec cette test que je viens de te présenter, tu comprends peut-être pourquoi aujourd'hui, sur du court moyen terme, je suis encore optimiste pour Ethereum, mais sur une vision plutôt moyen-long terme, Ethereum doit relever de nombreux challenges. Et si j'avais l'opportunité d'investir aujourd'hui et je ne pouvais plus toucher mon investissement sur 5 à 10 ans, je me poserais de nombreuses questions sur le pourcentage d'allocation en Ether. Donc si tu crois à la verticale blockchain d'infrastructure DeFi, peut-être que le mieux c'est d'investir via des proxys. Donc dans la dernière vidéo, on avait vu déjà des indices. Les indices proposés par exemple par Swissborg, on avait eu un esprit critique un peu sur celui des RWA, des memcoins et de la DeFi. Et aujourd'hui, si on regarde par exemple celui des blockchains, on peut se poser la question, si on regarde les Layer 2 et les sidechains, Optimism, Arbitrum, ça fait sens. Matic est plutôt en perte de vitesse actuellement et de ne pas retrouver par exemple le GNO de Gnosis dans cette allocation peut poser quelques questions. On a Sui, mais on n'a pas Aptos. Donc à toi de faire tes propres recherches. Donc le premier proxy, ça pourrait être un indice. Ce n'est pas la solution personnellement que j'ai retenue. Et les 2 proxys personnellement que je vais retenir, ça va être un Chainlink. Pourquoi? Puisque Chainlink, ça va être un projet qui est agnostique à la blockchain. C'est-à-dire que demain, si l'attraction continue à être sur Ethereum, Chainlink va continuer à proposer ses produits sur cette blockchain-là. Si l'attraction se fait sur les Layer 2, Chainlink va proposer ses produits sur des Layer 2. Si l'attraction est sur Sui, Aptos, comme on l'a vu, Chainlink va proposer ses produits sur cette blockchain. Et pour finir mon raisonnement, si demain c'est sur Bitcoin ou un Layer 2 de Bitcoin, Chainlink ira là où il y a l'attraction, les cas d'usage et où le projet peut faire du cash. Aujourd'hui, Chainlink est connu pour 2 produits majeurs. Le premier produit, ça va être les oracles et le price feed. Donc de manière imagée, c'est ce qui permet de relier le monde des blockchains et le monde réel en donnant des informations, des prix du monde réel. Et si on regarde ce dashboard de Chainlink, on peut voir que Chainlink a généré plus de 406 millions de revenus actuellement et qu'aujourd'hui, 97% du revenu est généré par les price feed. Par contre, il faut toujours avoir un esprit critique sur les chiffres qu'on peut annoncer, puisque grosso modo, depuis juin 2024, on avait Chainlink qui générait grosso modo entre 150 000 et 250 000, 300 000 dollars de revenus par jour. On peut voir que depuis juin 2024, on oscille maintenant entre 15 000 et grand maximum 30 000 dollars de revenus par jour. Donc là, on peut se poser la question, est-ce que le dashboard n'a pas pris en compte une mise à jour ou est-ce que Chainlink a changé sa politique de prix? Et on voit également par exemple le revenu généré par les price feeds. On n'a pas dans ce dashboard le revenu généré que ce soit via Base ou via Optimism. Et on a vu qu'aujourd'hui, c'est 2 Layer 2 qui ont le vent en poupe. Donc on peut se poser la question si finalement ce revenu de 406 millions de dollars n'est pas
minoré. Le deuxième produit développé par Chainlink et qui a le vent en poupe, c'est le CCIP. Alors grosso modo, encore de manière très schématisée, qu'est-ce que c'est que le CCIP? C'est une forme de bridge, mais au lieu d'avoir les tokens sur la blockchain A et la blockchain B, pour bridger les tokens, là on va avoir un système de messages qui va permettre de burn les tokens sur la blockchain A et mint les tokens sur la blockchain B. Donc grosso modo, en français, ça veut dire on va brûler les tokens sur la blockchain A et on va les créer sur la blockchain B. Et donc ça permet d'avoir un bridge plus sécurisé. Et aujourd'hui, on sait déjà que Aave va utiliser ce produit pour la V4 de son protocole et on peut estimer que la V4 va sortir en 2025. On peut estimer qu'il y aura grosso modo entre 30 et 50 milliards au moment du lancement. Et Circle, avec son stablecoin USDC, utilise également le produit CCIP pour son stablecoin USDC. Et aujourd'hui, tu vois que l'USDC, c'est quasiment 40 milliards de market cap également. Et donc, rien qu'avec Aave et avec Circle et son USDC, on va avoir grosso modo 100 milliards d'actifs. Et sur ces 100 milliards, à chaque fois qu'il va y avoir un bridge entre deux blockchains qui utilisent la technologie CCIP, Chainlink va percevoir un frais. Et aujourd'hui, Aave est sur de multiples réseaux, sur de multiples blockchains. USDC est sur de multiples blockchains. De mémoire, l'USDC vient d'être également sur la blockchain Aptos. Et donc, en investissant sur Chainlink, c'est un projet qui génère du rendement, qui génère un revenu. Et Chainlink va tout simplement suivre les tendances. Et je serai donc presque plus confiant à investir sur une période moyen-long terme sur le link de Chainlink plutôt que sur Ether, puisque je sais que Chainlink pourra s'adapter aux conditions de marché et aux autres innovations. Le deuxième proxy que je souhaite te présenter pourrait être pour moi le prochain ETF qui aura du succès. Et je pense qu'on est déjà à plus de 10-12 minutes de vidéo. Et je vais te détailler ce prochain proxy dans la prochaine vidéo, puisque comme tu peux le voir, on a encore plusieurs points à voir. Donc si tu souhaites ne pas louper cette prochaine vidéo, tu peux liker déjà cette vidéo et tu peux t'abonner pour ne pas louper sa sortie.